Je suis physicien de formation, donc j'ai une maîtrise en physique théorique. Je travaillais comme chercheur en physique théorique sur l'accélérateur de particules au CERN. Et je me suis rendu en management à HEC. J'ai fait une maîtrise en management en pensant que ça formait des gestionnaires. Mais en fait ça forme des analystes organisationnels. Donc ça forme des gens qui comprennent les logiques individuelles et collectives qui se passent dans les organisations pour pouvoir à la fois les analyser, les comprendre, mais agir dessus. En voyant ce que j'ai pu voir dans les organisations, certains enjeux éthiques, notamment dans certaines pratiques des gestionnaires, mais surtout me rendre compte à quel point ils étaient peu outillés pour faire face, déjà rien que pour lire ces enjeux-là, mais pour agir sur ces enjeux, m'a amené à commencer une maîtrise en philosophie à l'université de Sherbrooke à côté, que j'ai rapidement arrêté parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà mon sujet, que je voulais l'approfondir, que j'avais déjà fait 2 maîtrises et que j'ai voulu l'approfondir dans un projet de doctorat. Ce qui m'a amené de ce fait-là à continuer ma pratique et l'enseignement du management, tout en ayant une perspective plus réflexive, plus critique par rapport à ce que je voyais, ce que moi-même je pratiquais, et qui m'a amené donc à pouvoir mener ces projets-là, me lancer dans des projets par exemple d'amélioration continue de ligne, tout en ayant cette distance critique par rapport à ce que je faisais, qui me permettait à la fois de changer les pratiques sur le terrain, mais quand même de d'écrire et de faire de la recherche sur les impacts qu'avaient ces pratiques dans le milieu des organisations. Si on voulait faire un parallèle, je pense que Lean fait partie de la vie de tout le monde, parce que je pense que c'est une fonction quasiment ontologique, c'est cette volonté d'optimiser ses ressources propres vitales pour réussir à atteindre les objectifs qu'on fait dans la vie. Je pense que ça fait partie, si on ramenait ça au dehors de la gestion à une fonction qu'on a tous en tant qu'être humain, c'est j'ai des ressources limitées pour fonctionner au quotidien, je les utilise pour les projets qui sont importants pour moi. Mais sinon, du point de vue professionnel, on va dire, moi, ma première exposition, ça a été dans les médias avec tous les scandales qu'il y a eu dans l'utilisation assez dogmatique des pratiques du Lean et surtout de ces outils en fait. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont mobilisé les outils plutôt que la philosophie du Lean. Donc on commence à apprendre des trucs comme les Kaizen, les Gemba, les Kaizen Blitz, la méthode Toyota vraiment mur à mur, en pensant qu'on pouvait transférer cette méthodologie sans l'adapter aux nouvelles finalités qui ne sont pas les mêmes dans l'industrie automobile que dans d'autres secteurs. Et la première confrontation, elle était donc citoyenne, c'est-à-dire en lisant les journaux, en voyant les incohérences que pouvait avoir l'utilisation de ces pratiques quand elles n'étaient pas mises en contexte. Et ça m'a donc choqué viscéralement, là, c'est venu me chercher en tant que professionnel, de me dire ça n'a pas de sens de pratiquer comme ça. Comment les gestionnaires qui utilisent ces pratiques-là peuvent ne pas s'en rendre compte. Et en tant que consultant, je me suis retrouvé avec ces gestionnaires que j'ai vu critiquer dans les journaux et en parlant de double bind, là, de double contrainte, j'ai compris la double contrainte dans laquelle ils étaient. La première contrainte, c'est qu'ils sont dans une institution pour laquelle ils dépendent pour survivre, entre guillemets, et de ce fait-là, pensent que tout ce qui vient de l'institution, dès l'instant qu'il y a quelque chose qui va rentrer en tension avec les prescriptions morales qui pensent être importantes, etc. De temps en temps, ils vont avoir tendance à se couper de ces tensions qui sont générées en eux parce qu'ils ont peur que ça menace leur existence à l'intérieur de l'institution. Donc, j'ai rencontré plein d'individus qui avaient un point de vue très critique sur ces pratiques-là, et puis d'autres en général, mais qui, par souci de survie, en tout cas, même si on pourrait se dire que ce n'est pas vraiment un souci de survie, mais en tout cas, c'est pensé et perçu comme un enjeu de survie institutionnelle, vont avoir tendance à mettre un univers de sens autour de cette tension pour calmer cette tension-là, pour la diminuer, pour la camoufler, et donc ils vont préférer mettre des œillères sur certaines choses ou se construire un sens autre que celui qu'il aurait pour les rassurer et puis leur permettre d'agir, parce que sinon ils sont juste paralysés par ce paradoxe et cette incompréhension et les contradictions que ça génère. Et donc c'est ça cette double contrainte, il y a des choses qui viennent en tension avec ce que je pense être la bonne chose, mais en même temps j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Comment on les accompagne quand même pour qu'un, ils souffrent pas au travail au quotidien et qu'on leur permette d'avancer, malgré le fait que de toute façon ça va se déployer de cette manière, mais qu'on puisse l'utiliser autrement, de manière plus contextuelle, plus complexe, pour justement que ça ne génère pas les enjeux dont on sait déjà qu'ils existent. C'est-à-dire qu'avant même, on sait les enjeux du déploiement dogmatique des approches Lean, donc autant tout de suite les sensibiliser à ça et essayer de les accompagner. En prenant la place que d'autres vont prendre et qui n'auront pas notre complexité d'analyse, qui vont le prendre et l'appliquer justement sans avoir... On s'est dit, vaut mieux qu'on soit là et qu'on limite les dégâts, entre guillemets, que faire l'inverse. Donc on s'est dit, allons voir qu'est-ce qu'il y a dans la philosophie Lean qui pourtant est au service réellement à l'origine des besoins populationnels, de la pertinence de l'action, parce qu'il n'y a personne qui veut utiliser des fonds publics de manière non optimale. Mais il y a une différence entre performance de la manière où elle est véhiculée dans la société, c'est-à-dire on coupe les pauses pipi de tout le monde et puis tout le monde travaille à fond en permanence, etc., versus une utilisation optimale qui pour nous répond aux besoins de la société. On s'est dit, on va jouer le jeu, on va rentrer à l'intérieur et c'est là qu'on pourra re-questionner les pratiques plutôt que d'être de l'extérieur où on ne sera pas du tout entendu. Si la personne dans votre discours dit j'utilise le Lean parce que je sais que c'est un outil de performance, mais qu'au final on se rend compte que ça ne rend pas le réseau plus performant, dont la mission est de répondre aux besoins de la population, il faut ramener au discours de ces gestionnaires en disant ok, vous dites que vous l'utilisez pour cette raison-là, et quand on mesure, quand on est capable de voir, vous n'êtes pas plus performant. Donc c'est qu'il y a une mauvaise utilisation des pratiques ou des outils associés au Lean derrière ça. La notion de performance nécessite de travailler sur les critères de performance. Donc justement, nous, notre premier critère de performance, c'est celui de répondre à la mission de l'organisation. Aujourd'hui, le réseau de la santé
à une fonction collective qu'en tant que société on donne au réseau de la santé, qui est de s'assurer de la compétence des gens qui y interviennent et de répondre aux besoins populationnels en matière de santé. Donc pour nous, c'est ça les deux critères de performance. Donc oui, le Lean, sa philosophie, et oui, le Lean dans ses outils, peut être mobilisé pour répondre à ces critères de performance-là et donc faire un réseau performant. Pour nous, c'est possible. Je pense qu'on pourrait avoir une discussion sur est-ce que c'est le cas actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations de ce côté-là, mais par contre, on pense que c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on y contribue, parce qu'on est certain que d'une manière appropriée, c'est faisable. Donc si on discute des critères, c'est une discussion qui est souvent évacuée dans la discussion, parce que au-delà du réseau de la santé, moi qui ai travaillé dans quasiment toutes les industries, vraiment, pharmaceutique, aéronautique, etc., le gestionnaire d'aujourd'hui n'a plus les espaces. Il y a un côté structuraliste, là, total, un peu déterminant, mais qui est qu'effectivement, il faut vraiment se battre à contre-courant pour laisser des espaces de réflexion, pour avoir juste une discussion dans un CA, là, ou dans une rencontre où on dit on prend 1 heure pour discuter des critères, ce qui ne serait pas suffisant déjà, on s'entend 1 heure, mais il n'y a même pas cet espace-là, parce qu'on a l'impression qu'il y a un opérationnel qui roule, puis qu'il y a un environnement auquel on est obligé de s'adapter, donc en fait on doit juste être en train d'être en mode réactif tout le temps et jamais en mode réflexif, et de ce fait-là, ils se retrouvent pognés à devoir déployer une énergie considérable pour être capable de lutter contre ça. Puis au bout d'un moment, comme ils ont comme tout le monde plein d'autres choses à faire à côté, une famille, machin, manger sainement, faire du sport, je vais vous le dire, etc., ils finissent par un peu lâcher, devenir un peu apathiques par rapport à ça et puis à pas déployer ces efforts-là. Donc les espaces de réflexion permettant de se rendre compte des contradictions dans le système de la santé ou dans les autres industries ne sont plus présents. Ce n'est pas nous qui déployons Lean. Nous, on accompagne le déploiement du Lean en utilisant, en intégrant dans la démarche Lean les patients. La première vague de subventions Lean Santé a été déployée avec une méthodologie fixée qui disait voici comment on fait de l'amélioration continue, appliquons-la, etc. On s'est rendu compte que cette méthodologie permettait peu l'implication des cliniciens et peu des patients. Parce qu'elle demandait, par exemple, c'est tout bête, mais du lundi au vendredi, 8 heures par jour. Un clinicien ou un patient, qui est un patient n'étant pas, c'est pas un métier de patient, donc il travaille. Et le clinicien, en général, c'est impossible pour lui de se libérer 5 jours pour ses vacances. Donc de ce fait-là, la méthodologie n'a pas permis l'implication des gens de terrain. Donc a amené naturellement, structurellement, c'est-à-dire c'est pas des mauvaises personnes, c'est que c'était conçu et designé de façon à créer des solutions qui étaient déconnectées de la réalité terrain. On est venu amener cette réflexion en disant la méthodologie doit être au service de la finalité et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas dire oui mais moi j'ai des patients qui ont des troubles cognitifs donc ils ne sont pas capables de se concentrer 8 heures de suite mais ils n'ont pas le choix, c'est ça la méthodologie. Ben non, la méthodologie est au service de la finalité. Si c'est de répondre à cette population qui a des troubles cognitifs, il faut donc que la méthodologie, si on veut bénéficier de leur savoir expérientiel de la vie avec la maladie quand on a des troubles cognitifs, soit adaptée à des gens qui ont des troubles cognitifs. Donc c'est là où on parle d'espace de réflexion, c'est qu'on a réintroduit ça dedans en disant c'est un outil, pas une finalité. C'est un peu comme le désencastrement de la politique et de l'économique, c'est de remettre les choses dans l'ordre. Donc on a essayé de dire, ce ne sont pas les impératifs économiques qui doivent nous dire quelle politique on peut faire. Il y a un idéal politique auquel on met au service l'économie. Donc l'économie est un véhicule de la réalisation d'un idéal politique. Donc là c'était la même chose, c'est de dire l'outil d'amélioration continue est au service de la réponse aux besoins de cette population. Donc en intervenant, en prenant la légitimité, la crédibilité qu'on avait universitaire pour redéfinir la question méthodologique, on en a profité même pour re-questionner les postulats sous-jacents à la méthode. Ce qui nous a permis là d'avoir un levier davantage sur le questionnement de la pratique des gestionnaires et des projets qui étaient descendants. Sachant que oui, il y a des objectifs à atteindre, mais on peut les atteindre d'une manière très différente. Donc le gestionnaire, ils avaient quand même relativement de latitude. Quand nous, on allait en tant qu'équipe dans n'importe quel des C3S à l'époque, on ne sentait pas la pression d'un ministre ou d'un ministère présent. Il y a des grosses directives, mais pour y répondre, on pourrait y aller de 850 manières différentes et ça dépend un peu, en partie, à l'équipe de gestion de pouvoir trouver la manière la plus efficace. Par contre, il sera évalué, c'est sûr, sur l'atteinte de ces objectifs, mais je pense qu'il y a et les objectifs restaient des réponses aux besoins populationnels, de manière générale. Même en grande partie, c'est comme on pourrait discuter la loi 10, la loi 20, mais en finalité, c'est juste, pour moi, c'est dans son implantation par des gens qui ne sont pas nécessairement, qui ne voient pas cette nuance, des fois, dans les pratiques, plus que la discussion en tant que telle. Est-ce qu'on a besoin de plus de médecins de famille qui s'occupent de la population, sachant qu'on a investi dans leur formation et qu'on a besoin? Peut-être que oui. Tu sais, on pourrait discuter longuement, là, et on peut avoir une divergence d'opinion, mais la finalité, oui. Comment ça va être fait? Là, on peut peut-être discuter davantage. Mais la finalité, comme de l'amélioration continue, étant utiliser des fonds publics de manière optimale pour répondre à la mission sociétale, je ne vois pas quelle personne, peu importe son beau politique, pourrait être contre ça. Concrètement, l'avantage du Lean, sa première fonction, c'est de s'opposer aux méthodes de transformation drastique. C'est-à-dire d'attendre que le système soit décalé par rapport à la réalité pendant 10, 15, 20 ans, puis là se rendre compte qu'on est à côté de la traque, là il faut faire une transformation majeure,
mais on a 90 000 personnes dans le réseau, puis d'un coup, il faut changer tout le monde, ça ne marchera pas, ça va demander des sous pas possibles, tout le monde va être en résistance, on va devoir embaucher des consultants à droite à gauche pour faire de la gestion du changement. Bref, moi personnellement, je ne pense pas au disruptive change. C'est joli dans une boîte de 4-5 suréduqués de la génération Y qui pensent ça dans leur coop, c'est correct et ça fonctionne là, mais dans un réseau de 90 000 personnes ou plus, là, le jour où tu as ce défi-là à faire, de passer à changer les habitudes de travail de gens qui ont travaillé pendant 30-40 ans d'une certaine façon, etc., même collectivement, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on va gâcher de l'argent collectif en masse. Donc l'avantage de l'amélioration continue, c'est de dire on fait des améliorations chaque jour. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'en fait, en changeant la couleur de la pancarte qui indique où est la salle, les gens arrivent moins en retard parce qu'en fait, ils ont du mal à voir que ton sur ton, et je donne ça, c'est des exemples concrets vraiment qu'on a vu. Une affiche beige sur un mur gris, et c'était des personnes âgées, on se rendait compte qu'on avait un décalage et on perdait de l'argent dans un service parce que tout le monde arrivait en retard, etc. C'était juste une couleur d'affiche sur un truc. Donc l'amélioration continue, c'est ça, c'est de dire chaque jour, on peut soumettre un petit papier qui va être pris en compte par un dispositif et un mécanisme de gestion qui fait qu'on va pouvoir faire des mini-changements tous les jours. C'est qu'on ne va pas attendre d'être trop décalé, donc ça va être économique, ça va permettre de moins générer de résistance organisationnelle. Et donc pour nous, c'est plus efficace. Enfin, moi, c'est ce que je considère. L'enjeu de ça, c'est que, pas l'enjeu, mais de ce fait-là, il faut créer un mécanisme qui fait attention aussi, c'est que le petit changement, et puis on ne s'en rend pas compte, c'est qu'on peut aller dans une direction sournoisement sans s'en rendre compte aussi de cette manière-là. Donc il faut juste... C'est pour ça que pour moi, c'est juste une question d'en avoir conscience. C'est si on met des gens qui sont capables d'avoir conscience du côté sournois que peut avoir ce genre de choses, de mettre en place des mécanismes qui permettent de quand même garder des évaluations annuelles, biannuelles, etc., permettant d'avoir un regard critique, emmenant des gens qui viennent de l'extérieur du réseau, des partenariats avec des chercheurs, etc., qui viennent avoir un point de vue critique, mais une critique qui va être intégrée à l'exercice plutôt qu'une critique vraiment en mode advocacy, défense de droit, qui à mon avis sera constructive. Donc on peut repenser le livre de cette manière-là. Le but, c'est de diminuer, quand on dit le mot, le problème c'est qu'il est très connoté, c'est gaspillage. Gaspillage, c'est de dire qu'il faut limiter tout ce qui est temps perdu. Mais le problème, c'est que de ce fait-là, là-dedans, si on le prend de manière nuancée, on va considérer que le temps où la personne elle se repose 3 minutes entre deux trucs, c'est considéré comme du temps perdu. Or, ce ne l'est pas. Le temps de réflexion est pareil, une personne n'est jamais efficace 100% de son temps. Donc dans une année, le salaire est pas même s'il est ramené à l'heure pour des questions comptables, etc. Moi, je vois davantage le salaire comme un forfait annuel. C'est-à-dire que pour travailler avec Alexandre par an, ça me prend temps. Puis je m'assure que dans l'année, mais en général, il va répondre à ça. Mais si pendant 2 mois, je suis moins fonctionnel parce que je sais pas, dans mon couple, ça va moins bien, ma petite fille, elle a des enjeux de santé, si je suis juste plus fatigué parce que c'est la saison, etc., ça fait partie du contrat annuel de la chose. Diminuer les gaspillages, optimiser l'argent utilisé, l'argent public, et l'amélioration itérative, petit pas par petit pas, est ce qui caractérise les bien fondés du Lean, pour moi. Un des dangers du Lean ne vient pas du Lean, mais du contexte sociétal dans lequel il est utilisé. C'est-à-dire qu'il y a le postulat d'un individu, le postulat néolibéral d'un individu pleinement responsable de ses actes, de ressources, d'une économie qui devient non plus encastrée dans le politique, mais de la politique encastrée dans l'économie. Donc c'est plus toutes ces conditions politiques, métaphysiques, qui sont présentes dans la société qui créent un environnement dans lequel le déploiement d'une telle philosophie peut mener à des incohérences par rapport à la mission qu'on veut lui donner, en tout cas, ou qu'on se dit qu'on lui donne. Donc je vois, et peut-être que c'est une de mes limites, et peut-être j'ai des œillères là-dessus, mais je n'ai jamais étudié cette dimension-là. Donc là, de but en blanc, je ne suis pas capable de voir des dimensions intrinsèques au Lean qui seraient dangereuses du point de vue de la philosophie. Et moi, je me fie davantage, aujourd'hui, les enjeux principaux me semblent davantage être dans l'environnement dans lequel ils sont déployés. C'est-à-dire la façon dont on gère le milieu de la santé actuellement, la façon dont les gens qui travaillent à l'intérieur pensent que la société devrait être gérée. C'est-à-dire que les acteurs du système de la santé sont eux-mêmes responsables d'une partie de ça, parce qu'ils créent l'environnement. Il n'y a pas une institution et des gens. Les institutions sont portées par des gens, sont performées par des gens au quotidien. Et ce sont les gens à l'intérieur, comme les professionnels de la santé, tous confondus, pas que les médecins, tous confondus, reproduisent un système et l'entretiennent au quotidien. Ils contribuent au quotidien. Donc ils font partie de l'enjeu, ils font partie de la réponse, mais ils font aussi partie de l'enjeu. Parce que tu en interrogerais plein sur c'est quoi le sens de la vie, et puis plein ils vont te dire que c'est de faire un salaire quand même élevé, d'avoir une villa, d'avoir 3 voitures, de partir là. Donc ils participent à la logique générale qui va justifier un système dans lequel il faut optimiser ses ressources. Une des prétentions qu'on lui donne alors qu'elle n'a pas et qui est dangereuse donc, c'est de croire que c'est objectif. De ce fait-là, on ne peut plus discuter de la solution à la fin. C'est-à-dire que c'est un mouvement objectif, scientifique, et on essaye de vraiment faire écho à cette historicité, puis à cette
cet halo qu'il y a autour du lean en disant en fait la décision à la fin on ne peut pas la discuter la personne au niveau de la société, c'est ce que la science nous dit, c'est la meilleure chose à faire dans ce cas-là. Or je pense que justement il faut ramener la subjectivité à l'intérieur du lean, montrer que c'est impossible d'avoir une démarche pleinement objective, que de ce fait là c'est pas de la science et que derrière la définition des critères il y a un idéal politique ou en tout cas un idéal de quelle est la mission du système auquel il doit répondre. Donc déjà ramener de la subjectivité et comprendre à quel point il est biaisé, comprendre le biais. C'est-à-dire, ce qui est important c'est de dire quels sont les biais. Une fois qu'on les connaît c'est plus facile d'être réflexif par rapport à ça et de jouer, parce que dans la vie on n'aura jamais quelque chose de neutre ou de totalement objectif. Il y a un idéal politique et il y a une conception du système de la santé derrière chacune de ces pratiques. Donc ce qu'on a comme résultat à la fin c'est juste la matérialisation de cet idéal-là. C'est pour ça que pour moi c'est pas le lean qu'il faut en tant que tel discuter parce que c'est un véhicule, mais ce qu'il faut discuter c'est l'idéal politique ou l'image du rôle du système de la santé dans la société qu'il faut discuter en amont, puisqu'après elle est juste matérialisée par l'outil du moment. Ça en serait un autre dans 10 ans, on en aura un autre certainement, parce que le mot sera épuisé et puis il faudra trop de critiques, on utilisera un autre, mais ça sera un autre véhicule et on n'aura jamais changé le problème. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir davantage sur qu'est-ce qui est véhiculé à travers. Et le véhicule, on peut bien, comme on dit toujours, lancer des pierres sur le messager, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Et le dernier, c'est est-ce qu'il y a un danger, de ce fait-là, en ayant une approche plus complexe dans la critique du lean, de légitimer les pratiques qui sont actuellement faites et qui ont des effets néfastes pour la société? Je pense que le risque est présent. Donc c'est un risque que nous, par exemple, on a décidé de prendre, qui on pense être mesuré et être le risque le moins pire. Ça implique nécessairement, systématiquement, une responsabilité de l'autre qui est de ne pas se dire oui le risque est là donc on va gérer avec, c'est donc de gérer ce risque en agissant dessus. C'est en disant comme c'est une des possibilités, on ne doit jamais laisser le doute là-dessus. Donc premièrement il y a une redéfinition de la méthodologie utilisée pour s'assurer que si on est dans une équipe clinique de santé qui donne des soins et services en santé mentale, donc là je prends un cas compliqué entre guillemets, dans lequel il nous demande, il y a des objectifs ministériels quand même c'est-à-dire que le ministère a quand même payé, a donné un mandat à notre équipe méthodologique, d'expertise méthodologique, en disant quand même aux établissements, voici ceux qui sont volontaires pour se faire accompagner par la direction collaboration partenariat patient dans le déploiement des projets d'amélioration continue, de l'amélioration de la qualité des soins et services, nous on paye la moitié. Vous payerez la suite, mais donc de ce fait-là, ils ont quand même, c'est une grosse démarche de la part, et puis c'est un gros leadership de la part du ministère de dire, nous on pense que c'est important, et on pense qu'il faut faire ça pas avec des patients plantes vertes qu'on va mettre dans un comité pour dire check, il y a des patients là, il y a des patients qui sont recrutés et formés, c'est-à-dire qu'on va investir beaucoup plus là-dedans que dans la formation même des cliniciens et des chercheurs, des gestionnaires qui vont être là. Mais le ministère a quand même mis ça sur la table. Et donc il y a quand même 13 des 19 établissements qui ont reçu la subvention qui ont levé la main en disant nous on veut t'accompagner. Une fois qu'on travaille avec cette équipe, on s'assure que les conditions organisationnelles sont présentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir un support de la direction, que si ça ne fonctionne pas, sachant que c'est des projets pilotes, qu'il y a la place à ça, que ça ne va pas non plus devenir un levier pour critiquer d'autres choses. Donc en disant, est-ce que les conditions de succès sont présentes? Et ensuite, on a commencé à travailler la méthodologie. Donc, est-ce qu'en santé mentale, on peut partir avec les mêmes outils qui sont utilisés partout? Est-ce qu'il faut les redéfinir? Est-ce qu'on doit faire des journées plus courtes? Est-ce que, par exemple, avec d'autres cas où il y avait des gens avec de l'autisme ou des choses comme ça, développer des pictogrammes ou d'autres moyens d'intervenir parce qu'ils ne vont pas oser prendre la parole dans un endroit où il y a des gens qui ont quand même beaucoup de charisme, qui ont l'expérience, qui vont prendre du leadership. Donc, comment s'assurer qu'ils ne vont pas rester en retrait, etc. Donc nous, on a redéfini la méthodologie pour qu'elle soit adaptée aux contraintes particulières de la population. Donc si c'était des patients en santé mentale, des patients qui soient schizophrènes, bipolaires, etc., qui soient capables de participer quand même, sachant qu'on a pris des gens qui étaient quand même en état déjà stable, donc qui ne sont pas dans une période de crise du point de vue de leur maladie. Et puis nous, on a tout un référentiel de compétences qui permet de savoir lesquels sont capables de. Ça va par exemple dire quelqu'un qui a pris du recul par rapport à la vie avec la maladie, par rapport à l'émotion qui a été générée par ça, qui est plus dans cette douleur et cette colère, qui transformerait sa contribution dans une démarche de défense de droit plus que de co-construction. De ce fait-là, on va avoir des gens qui puisent encore dans ce que émotionnellement a généré cette expérience, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas un mur pour être sûr qu'elles n'arrivent pas, ces émotions, mais qui a suffisamment travaillé dessus pour les intégrer sans être totalement déstabilisés dans ce contexte-là. Donc on redéfinit la méthodologie pour qu'elle soit adaptée, on recrute des patients qui sont d'abord des partenaires de leurs propres soins, donc les cliniciens identifient les gens qui dans leurs soins sont déjà des gens critiques, qui posent des questions mais qui restent constructifs, et qui on a toujours réussi à maintenir un dialogue. Nous ensuite, une fois que les cliniciens ont défini qui étaient les partenaires de leurs propres soins, parce que nous on ne peut pas de l'université dire qui est-ce qui dans ses soins est partenaire de ses propres soins, une fois que les cliniciens nous réfèrent ces gens-là, ces patients issus de la population qui ont la problématique qui va être révisée dans le processus Lean, nous on les recrute pour voir s'ils ont les compétences pour mobiliser ces savoirs expérientiels de la vie avec la maladie en contexte, c'est-à-dire dans un comité d'amélioration continue. Donc on va faire une simulation de comité d'amélioration continue dans nos propres locaux avec des chercheurs, des cliniciens, etc. Parce que notre équipe est composée de ces gens-là dans qui on va, qui sont les gens
qu'on va retrouver dans le contexte d'implantation. Donc au final, on a le même environnement, on le teste à l'intérieur d'une autre, on fait des jeux de rôle, on va avoir le professionnel de la santé un petit peu qui considère que les patients ça sert à rien, qu'ils ont des savoirs profanes, que c'est bien joli, mais etc. Donc on va essayer de mettre le patient en conditions quasiment réelles qui peut arriver, ça n'arrive pas dans tous les cas, là, on s'entend, mais on veut voir s'il est capable dans cette situation de continuer à contribuer positivement au processus. Donc on le forme, on s'assure qu'il a la vision de santé publique qu'on a. Donc on s'assure aussi qu'il y a un partage des postulats qu'on partage avec notre équipe. Donc on veut quand même amener des gens qui vont défendre cette responsabilité sociale de la part du réseau. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont importantes pour nous. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, le patient, en général, c'est au moins 2 par comité, sont intégrés au premier. Et on a des patients coachs qui sont des patients beaucoup plus expérimentés, qui ont fait ça déjà depuis 4-5 ans, qui sont là dans la rencontre, qui sont en retrait, qui ne participent pas du tout. Parce que sinon ils pourraient décrédibiliser et délégitimer le patient qui est là et les gens commenceraient à parler au patient coach plutôt qu'au patient qui est là, alors que le patient coach n'a pas nécessairement la pathologie pertinente pour le processus d'amélioration continue, donc il ne faut surtout pas que ça arrive, mais qui va pouvoir observer la dynamique de contribution du patient par rapport aux autres, voir comment les autres interagissent avec le patient, est-ce qu'il lui demande toutes les 3 secondes « vous en pensez quoi ? Vous en pensez quoi ?» Alors ce n'est pas le but parce qu'on ne le fait pas pour tous les autres, et inversement, qu'ils ne le mettent pas de côté. Donc on veut s'assurer, le patient coach va s'assurer qu'il ramène son savoir expérientiel de la bonne manière, c'est-à-dire pas comme un témoignage, parce qu'on veut qu'il... Le but, c'est pas de raconter les savoirs expérientiels, c'est de les mobiliser en contexte. Et de ce fait-là, en dehors des rencontres, parce qu'il y a un processus d'amélioration continue, ça ne se fait pas en un atelier, ça se fait en plusieurs, et on va coacher l'animateur sur la manière dont il crée la dynamique de co-construction et coacher le patient ressource pour que s'il prenait trop de place et pas de la bonne manière, il puisse la prendre de manière plus subtil, différemment, pour que les autres ne le voient pas comme une menace, mais comme quelqu'un avec qui on va pouvoir construire. Et inversement, s'il n'en prend pas assez, de lui donner des techniques pour, tiens, à cet endroit-là, tu aurais pu contribuer en amenant ça de ton expérience. Parce que nous, on connaît une partie de leur expérience en général, ils nous l'ont raconté. Donc, on est capable de... Donc, c'est comme ça qu'on essaye de faire en sorte que ça arrive. Sachant que ça, c'est ce qu'on a fait au niveau tactique. Au niveau stratégique, c'est-à-dire en amont, on a fait la même chose en intégrant des patients ressources dans les comités stratégiques et tactiques lignes. C'est-à-dire qu'ils ont participé à la définition des critères sur lesquels seraient évalués les projets d'amélioration continue. C'est-à-dire que ce n'est pas les gestionnaires, parce que là, à la limite, on pourrait se dire, on a beau mettre le patient dans le projet, si la structure en amont a framé, a cadré des comportements et des actions en fonction de la perspective d'un gestionnaire du milieu de la santé, au final, on a beau mettre des patients là, pareil, ils seront à contre-courant, ils vont devoir déployer une énergie folle pour être capable de... Donc nous, on a essayé d'avoir une perspective écosystémique qui dit, il faut aussi travailler la structure dans laquelle on va intégrer les patients, sinon on a beau les former comme on peut, ils ne vont pas réussir à... la richesse qu'ils vont extraire de leur savoir expérientiel et partager au groupe ne va pas être intégrée dans la décision finale. Donc les patients ont participé à la définition des critères sur lesquels ont été jugés les projets d'amélioration continue. Donc ça, on pense que c'est un des meilleurs moyens de s'assurer que les patients peuvent avoir une contribution qui va être intégrée. Et la dernière pointe de l'iceberg, je pense que c'est la plus importante, c'est qu'aujourd'hui on a formé dans 5 CI3S et SUS, enfin 6 et SUS, on a formé 5 tandems, patients cliniciens ou patients gestionnaires, qui sont responsables du déploiement du partenariat avec les patients. C'est-à-dire que ce ne sont plus juste des gestionnaires ou des cliniciens qui vont déployer cette approche qui vient chercher les besoins populationnels, mais c'est directement au niveau le plus stratégique, c'est-à-dire sous le PDG quand même, ou le PDGA, c'est un patient. Et pas un patient professionnel dans le sens institutionnalisé. Nous, c'est ce qu'on veut. Si l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui va être capable de ramener ses besoins. C'est pas parce qu'il a 30 ans en tant qu'avocat qu'on va le chercher parce qu'il est avocat et qu'il va donc être capable d'assumer un rôle stratégique. À la limite, il serait capable. Il y a des gens qui sont capables de différencier les deux. C'est-à-dire l'expérience de la vie avec la maladie a suffisamment été perturbante. Ça a tellement changé leur vie, transformé leur vie, qu'ils sont capables de, malgré le fait qu'ils ont des compétences professionnelles, jouer avec les deux rôles. Mais c'est quand même quelque chose d'assez complexe. On va plutôt avoir tendance à avoir des gens qui n'ont pas forcément toutes ces compétences professionnelles requises, mais qui ont un savoir expérientiel fort, qui ont accompagné leur femme dans le réseau de la santé, la femme qui avait Alzheimer dans le réseau de la santé pendant 20 ans. Ils sont passés à travers tous les problèmes de la chose, mais par exemple, qui ont commencé à écrire un peu un blog là-dessus, qui ont commencé à y réfléchir, qui ont commencé à avoir ce genre de choses, et qui donc sont à la tête, enfin ils sont à des niveaux stratégiques très élevés. On s'entend qu'un CIS ou un SUS, c'est des grosses organisations, et qui participent dès là à la création d'une structure favorisant le partenariat avec les patients et donc avec la population dans les soins. Oui, on peut critiquer le fait qu'en étant impliqué comme ça, c'est comme si après on n'a plus le droit de chialer. C'est-à-dire, on a été vers vous, vous aviez qu'à contribuer de manière plus pertinente pour qu'on puisse... C'est que vous n'êtes pas exprimé suffisamment clairement pour qu'on comprenne et qu'on impacte ça. Mais après, c'est de la responsabilité des acteurs là aussi de redéfaire le cadre. Si on suit un peu Nuit debout avec Frédéric Lordon qui va dire on ne revendique pas, on veut juste, dans un cadre, on veut juste changer le cadre, c'est aux gens de profiter des opportunités créées comme les forums citoyens ou ces autres trucs pour, avant même de commencer, refuser de participer à la chose et redéfinir le cadre. Avant même, quand je parle les patients ont commencé à redéfinir les critères
d'évaluation des projets lignes avant de commencer à les déployer, c'est exactement ça, c'est que d'abord on s'entend sur le cadre avant de commencer à discuter dans le cadre, puisque le cadre a été prédéfini et ne correspond donc pas peut-être à celui sur lequel on s'entendrait. J'essaye de ne pas essentialiser le ligne parce que je ne pense pas que c'est là que se génère la chose, je pense que c'est vraiment dans son utilisation. Je reste convaincu que c'est donc notre responsabilité sociale à tous que les gens qui sont impliqués dedans, c'est-à-dire les infirmières, les gens, soient outillés pour redéfinir le cadre au moment où elles sont impliquées dedans et qu'elles ne se sentent pas, ou qu'ils ou elles ne se sentent pas menés dans ce processus-là. C'est-à-dire que leur incapacité à avoir agi là-dedans, c'est notre responsabilité collective.